horizontale. Modibo Keïta, c'est le nom du nouveau Premier ministre malien, un homme qui a déjà fait ses preuves en tant que chef d'un gouvernement de transition avec à son actif de prestigieux postes de responsabilité. Démission au Burkina du ministre des Infrastructures, Moumouni Diengende est accusé d'être un ancien détenu et un faussaire. De nombreux blessés, c'est le bilan qui découle des heurts entre policiers et opposants en Guinée, une situation qui ne freine pas l'ardeur de l'opposition guinéenne. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition. Nous démarrons par quelques informations en bref. En Afrique, le ministre des Infrastructures du Burkina Faso a présenté sa démission au Premier ministre Isaac Zida, qui l'a accepté. L'annonce a été faite jeudi par le gouvernement burkinabé, accusé d'être un ancien détenu et un faussaire. Moumouni Diengende est le deuxième ministre à quitter sous la pression populaire le gouvernement nommé fin novembre pour succéder au régime du président Blaise Compaoré. Des manifestations de fonctionnaires se tenaient tous les jours devant le ministère des Infrastructures pour exiger son départ, que demandaient également des associations de la société civile, des partis politiques et la principale centrale syndicale burkinabé. Toujours en bref, le Mali dispose depuis hier jeudi d'un nouveau chef du gouvernement. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé au poste de Premier ministre Modibo Keïta. Ce nouveau choix du chef de l'État malien est une personnalité respectée qui a déjà exercé ses fonctions en tant que chef d'un gouvernement de transition. Âgé de 73 ans, Modibo Keïta a commencé sa carrière comme instituteur en 1963 avant d'entrer au gouvernement, d'abord comme directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale en 1979 et 1982, puis comme ministre de l'Emploi entre 1982 et 1986 et au poste des Affaires étrangères entre 1986 et 1989. Marié et père de 5 enfants, il a également exercé les fonctions d'ambassadeur ainsi que de secrétaire général de la présidence entre 1999 et 2002 sous Alpha Oumar Konaré. Avant sa nomination au poste de Premier ministre intervenu hier, Modibo Keïta était le chef de file des négociateurs de l'État malien au pourparlers d'Alger. Au lendemain des heurts qui ont opposé mercredi des opposants et les forces de l'ordre en Guinée à l'issue d'un meeting de l'opposition, plusieurs blessés sont encore hospitalisés dans des hôpitaux de Conakry. Pendant ce temps, l'opposition guinéenne reste déterminée à faire aboutir ses revendications. L'hôpital Ignace Dine de Conakry déborde de malades. Il s'agit pour la plupart des blessés des affrontements qui ont opposé mercredi des opposants aux forces de l'ordre. Plusieurs d'entre eux ont reçu des balles réelles. À l'origine de cette situation, un meeting de l'opposition, elle était descendue dans les rues de Conakry pour revendiquer ses droits. Nous voulons non seulement que les élections se tiennent à bonne date, mais nous voulons aussi que ce soit de véritables élections où l'équité, la transparence, la crédibilité justement des scrutins soient assurées. Au-delà de l'organisation des élections, c'est une réforme de la gouvernance que réclame l'opposition guinéenne. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui est en train d'aller dangereusement vers une dissension totale du tissu social, encouragé par le pouvoir, qui s'appuie sur les différences communautaires pour enraciner son pouvoir et n'ayant pas d'argument valable pour justifier l'adhésion d'électeurs éventuels, joue à fond la fibre ethnique et c'est extrêmement dangereux. À cet égard, l'opposition guinéenne n'entend pas baisser les bras. Elle envisage déjà d'autres manifestations dans les jours à venir. Le dialogue avec ce pouvoir mène à l'impasse parce qu'il ne tient jamais ses engagements. Il viole systématiquement ses promesses. Nous avons donc décidé de reprendre nos manifestations sur les places, sur les voies publiques. Les manifestations étant, comme vous le savez,
quelque chose d'autorisé par nos constitutions et par nos lois. Donc ce n'est pas du tout un casus belli vis-à-vis des autorités. Les jours à venir promettent donc d'être mouvementés à Conakry. À Lagos, fief de l'opposition nigériane, le président nigérien Goodluck Jonathan, candidat à la présidentielle de mi-février, a lancé sa campagne hier jeudi. Le premier meeting du président sortant intervient dans un climat politique extrêmement tendu. Le groupe islamiste armé Boko Haram aurait en effet entièrement détruit 16 villes et villages des rives du lac Tchad dans le nord-est du Nigeria au cours d'un nouveau raid mené mercredi. Une situation qui vient faire monter davantage la tension dans le pays à 5 semaines d'une présidentielle annoncée comme la plus serrée depuis le retour à la démocratie en 1999 du pays le plus peuplé d'Afrique. Le milieu de terrain ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, est devenu le premier joueur à remporter 4 fois d'affilée le trophée de joueur africain de l'année. C'était hier jeudi à Lagos. Touré a égalé le record des 4 sacres du Camerounais Samuel Eto'o, mais il est le premier à être désigné 4 fois consécutivement par les 56 sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux du continent. Voici les premières impressions de l'homme. Ça fait toujours plaisir d'être récompensé chaque fin d'année, vous savez, parce que c'est encourageant, ça vous donne envie de continuer de travailler et en même temps on sait que les choses vont devenir de plus en plus difficiles, mais c'est de s'accrocher et puis penser positif toujours. J'avais des adversaires en face qui méritaient. Je crois que Aubameyang et Vincent ont fait quand même une super saison. C'est vrai que bon voilà. Avec beaucoup de persistance, beaucoup de travail, j'ai su faire la différence. Mais bon, je crois que c'est de bon augure pour la suite. En Égypte, les élections législatives auront lieu du 21 mars au 7 mai. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités du pays. Ce scrutin essentiellement symbolique devait être remporté par le président Abdel Fattah al-Sisi, qui dirige ce pays d'une main de fer. Ceci après avoir éliminé toute opposition de la scène politique et destitué l'islamiste Mohamed Morsi. Ce dernier qui encourt la peine de mort dans l'un de ses 3 procès pour incitation au meurtre de manifestants sera fixé sur son sort le 21 avril prochain. Au Zimbabwe, le principal opposant au régime de Robert Mugabe a sacrifié à la tradition de présentation des vœux de Nouvel An lors d'une conférence de presse. Le président du mouvement pour le changement démocratique a saisi l'occasion pour appeler les forces démocratiques zimbabwéennes à former une alliance devant servir à faire pression sur le président Mugabe afin que la situation économique du pays s'améliore. Reportage. Morgan Tsvangirai, défenseur de l'économie zimbabwéenne. À l'occasion de sa présentation des plans, le président du mouvement pour le changement démocratique a peint un tableau accablant de la situation économique de son pays. Nous sommes au beau milieu d'une très sérieuse crise nationale. Le revenu national a diminué. Le gouvernement a du mal à payer ses travailleurs. Le chômage a continué sur sa lancée au cours des 18 derniers mois. Il s'agit maintenant d'une menace pour la stabilité nationale. 10% de la main-d'œuvre nationale a perdu un emploi alors que les compagnies continuent à fermer. Près de 60 000 travailleurs ont perdu leur travail à cause de la fermeture de leur compagnie. Pour Morgan Tsvangirai, la situation économique du Zimbabwe est critique et mérite une réponse urgente. Aussi appelle-t-il à l'unité et au rassemblement afin qu'une solution soit trouvée à la crise à laquelle le Zimbabwe se trouve confronté. L'actualité internationale à présent, de forts courants ont empêché jeudi les plongeurs d'opérer au fond de la mer de Java en vue de remonter l'épave de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé le 28 décembre. Les conditions météorologiques retardent toujours l'avancée des recherches même si les plongeurs luttent pour atteindre l'épave. Au 12e jour des recherches de l'Airbus A322 sont disparus des écrans radars peu après son décollage de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour. Les opérations de grande ampleur entreprises par l'Indonésie avec l'aide d'autres pays étaient à nouveau freinées par les conditions météorologiques.
Des plongeurs ont effectué une nouvelle tentative dans la journée de jeudi afin de déterminer si les boîtes noires sont toujours dans la queue de l'avion ou si elles se sont détachées. Cependant, c'était trop dur de descendre car le courant les faisait remonter. Des experts sont déjà prêts à retirer avec une grue l'épave de l'appareil qui gît à une trentaine de mètres de profondeur, la priorité étant de retrouver des victimes. Notons que 3 nouveaux corps ont été repêchés jeudi, portant le total à 43 sur 162 personnes se trouvant à bord et que les familles des victimes de ce drame ont commencé à enterrer leurs proches en Indonésie. À bord du vol Air Asia se trouvaient 155 Indonésiens, un copilote français, un Britannique, 3 Sud-Coréens, un Malaisien et un Singapourien. Par ailleurs, les autorités indonésiennes avaient annoncé mercredi avoir retrouvé la queue de l'avion. Cette section arrière abrite généralement les boîtes enregistrant des informations liées au vol, informations qui seront cruciales si elles sont retrouvées pour déterminer les causes de la chute de l'appareil. En France, la traque des suspects de l'attentat de Charlie Hebdo se poursuit de même que les manifestations d'hommage aux victimes de cette fusillade qui a fait 12 morts. Au commissariat central de police de Marseille hier était présent le frère de l'un des policiers tués. De Londres à Hong Kong en passant par Moscou et Istanbul ou encore les États-Unis où Barack Obama a signé le livre de condoléances à l'ambassade de France à Washington, la sanglante attaque contre l'hebdomadaire satirique français a suscité une vague d'émotions dans le monde entier. Personnalités et anonymes se sont réunis pour rendre hommage aux victimes de cette fusillade dont les auteurs sont toujours activement recherchés par la police. Les images. Une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de mercredi, ponctuée par une minute de silence, organisée au commissariat central en présence de représentants de tous les corps de la police et des gendarmes. Cérémonie à l'issue de laquelle le frère de Franck Brinsolaro, abattu alors qu'il assurait la protection du dessinateur Chab, s'est exprimé. La France entière se mobilise contre ça. On ne peut pas comme ça porter atteinte à la liberté d'expression, porter atteinte à l'autorité de l'État. Mes pensées vont bien sûr à mon frère, mais également à son collègue qui est décédé. Philippe Brinsolaro, qui est lui aussi policier à Marseille, a rendu hommage à tous les corps de la police et des gendarmes. La sensation que la police est parfois mal comprise par les citoyens, mais il ne faut pas oublier que le geste de hier témoigne que, quoi qu'il en soit, un policier en toute occasion saura s'interposer lorsqu'il faudra qu'il protège la nation. Et aujourd'hui, je veux rendre hommage à tous mes collègues, à tous ceux qui tous les jours se lèvent et vont faire un métier difficile. Je voudrais leur dire qu'ils pensent à leur famille. On prend des risques, mais qu'on sache profiter de notre famille quand on est avec eux. Voilà. 12 personnes, dont les dessinateurs emblématiques Cabu et Wolinski, ainsi que 2 policiers ont été abattus mercredi dans une attaque à la Kalachnikov contre le journal satirique Charlie Hebdo, objet de menaces constantes depuis la publication de caricatures de Mahomet fin 2011. La sanglante attaque contre l'hebdomadaire satirique français a suscité mercredi l'horreur au sein de la communauté internationale, politique et médias confondus, fustigeant une atteinte à la liberté d'expression. De Tokyo à Washington, de Moscou au Qatar, les responsables et chefs d'État ont multiplié les messages de soutien à la France et exprimé leur répulsion. Elles se conduisent toutes seules, elles se garent toutes seules et viennent vous retrouver quand vous leur donnez l'ordre de vous rejoindre. Elles, ce sont les voitures du futur qui se sont donné rendez-vous au salon de l'électronique de Las Vegas, devenu incontournable pour les constructeurs automobiles. Conduire sans les mains et sans les pieds dans les rues de Las Vegas. Cette voiture modifiée par l'entreprise française Valeo peut gérer toute seule la conduite sur autoroute ou dans un bouchon. Ses capteurs lisent la route pour rester dans la bonne file et maintenir sa vitesse, voire freiner si besoin. Le plus dur risque d'être de convaincre les conducteurs. Qui n'a pas rêvé, dans une autoroute un peu ennuyeuse, très longue, de pouvoir se déconnecter ou se relaxer. Donc ces séquences-là, qui sont finalement celles que nous proposons, seront vite acceptées. Par contre, pour les situations potentiellement plus dangereuses, comme les intersections, comme des situations à risque, on pense qu'il faudra plusieurs générations de véhicules avant que ce soit vraiment accepté par le grand public.
Signe de la présence importante de la technologie dans le secteur automobile, c'est au salon CES de Las Vegas que certains constructeurs présentent désormais leurs nouveaux modèles. C'est le cas de Mercedes par exemple, avec ce concept car futuriste qui vous emmène automatiquement à votre destination. Nous voulons montrer jusqu'où peut aller la mobilité. Deux des choses les plus importantes que nous pouvons rendre aux gens, c'est le temps et l'espace. Comme ça, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils veulent faire, travailler, se reposer, passer un appel vidéo, dormir, tout en se rendant d'un point A à un point B. Le grand rival de Mercedes, BMW, présentait lui à Las Vegas une autre innovation, la voiture qui vient vous chercher et qui se gare toute seule. Il suffit de l'appeler avec votre montre. Imaginez que vous arrivez au parking, eh bien vous sortez de votre voiture, vous appuyez sur un bouton sur votre montre et cela envoie un signal à la voiture qui va ensuite se promener de manière entièrement automatique dans le parking jusqu'à ce qu'elle trouve une place libre. Ensuite, elle se gare toute seule. Là aussi, on parle encore de prototypes, mais d'ici quelques années, certaines de ces innovations risquent bien de devenir réalité. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Au revoir.